Merci, chers membres du jury et chère audience, pour être venus assister aujourd'hui à la présentation de ma thèse intitulée Utilisation de la réalité virtuelle pour la réinsertion professionnelle et la réadaptation cognitive après un cancer du sein. Donc, cette thèse a été dirigée par Valérie Gourenton et Anatole Écuyer et encadrée par Mélanie Cognier et Marie Lange. Et je souhaite aussi mentionner le professeur Florence Joly pour sa collaboration sur ce sujet. Donc, cette thèse a été financée par deux établissements de recherche, l'INRIA et l'INSERM, respectivement dans les domaines de l'informatique et de la santé. Donc, cette thèse adresse les problématiques des troubles cognitifs après un cancer du sein, aussi appelé ChemoFOG ou Cancer-Related Cognitive Impairment, abrégé en CRCI. Donc, ces troubles ou plaintes cognitives s'expriment sous la forme d'un cerveau embrumé ou ralenti. Ces troubles touchent les fonctions de l'attention, de la mémoire, des fonctions exécutives et visio-spatiales et seraient causées a priori par le cancer et ses traitements, par exemple la chimiothérapie. Donc après un cancer du sein, les CRCI concernent jusqu'à 75% des personnes en rémission du cancer du sein et ont un impact sur différents aspects de leur vie quotidienne et notamment leur retour ou maintien en emploi. Donc pour pallier à ces difficultés, de nombreux centres de réadaptation cherchent à aborder cette problématique de réinsertion professionnelle, mais les entraînements cognitifs aujourd'hui ne sont pas écologiques. De plus, cette problématique de réinsertion professionnelle est difficile à intégrer dans la pratique clinique, notamment parce qu'il n'y a pas de lien entre les centres de soins, les employeurs et la médecine du travail, ce qui permettrait d'aborder le problème globalement. Donc l'approche de cette thèse en informatique est l'utilisation de la réalité virtuelle, abrégée RV, qui est donc le domaine scientifique et technique visant à simuler dans un monde virtuel le comportement d'entités 3D qui interagissent entre elles ou avec des utilisateurs. Donc la réalité virtuelle permet d'immerger des utilisateurs dans des environnements écologiques qui peuvent aussi s'adapter aux comportements et aux actions de ces utilisateurs et permet notamment la simulation de situations dangereuses afin de former ces utilisateurs en toute sécurité. Dans le contexte d'entraînement cognitif, la réalité virtuelle peut permettre de simuler des environnements contrôlés dans lesquels, avec un haut niveau de suivi du comportement et des actions des utilisateurs, et peut permettre de cibler du coup des fonctions cognitives précises et pertinentes en réadaptation, comme vous pouvez le voir par exemple ici, avec une application entraînant la mémoire autobiographique, et juste en dessous, une application plus écologique qui entraîne la mémoire prospective. Donc la réalité virtuelle pourrait permettre d'améliorer la réinsertion professionnelle après un cancer du sein, notamment en permettant d'immerger les utilisateurs dans un environnement professionnel et écologique, et cet environnement qui serait donc adapté à leurs capacités cognitives. Donc pour compléter cette approche qui combine réalité virtuelle et réadaptation cognitive, nous nous sommes intéressés à différentes étapes psychologiques. Donc ici, la charge mentale, qui est donc le ratio entre la demande et les ressources allouées pour effectuer une tâche, et le stress, qui est donc l'ensemble des réponses physiologiques et comportementales à un événement perçu comme dangereux. Donc ces étapes psychologiques sont au cœur de notre perception et de nos comportements. Ils ont effectivement un impact important sur la cognition, mais aussi la fatigabilité. Et aujourd'hui, seulement 2 études pilotes proposent d'intégrer ces états cognitifs dans des applications en réalité virtuelle. Et ces études n'ont pas encore donné suite à leurs travaux. Donc nous pensons pour cette thèse que l'intégration de ces étapes psychologiques dans des applications en réalité virtuelle pourrait permettre d'avoir une adaptation non pas seulement centrée sur la performance, mais du coup permettrait aussi une modélisation plus approfondie de l'utilisateur. Donc les objectifs de cette thèse sont de concevoir une solution pour améliorer la réinsertion professionnelle de personnes avec des CRCI après un cancer du sein, notamment via une application de réadaptation cognitive qui serait à la fois écologique et immersive et adaptée aux difficultés cognitives de cette population. Le deuxième objectif de cette thèse est d'explorer des approches innovantes pour améliorer les applications de réalité virtuelle, notamment via l'intégration des étapes psychologiques et l'utilisation de stimuli multisensoriels dans ce contexte.
Donc, ces objectifs se traduisent en 2 axes de recherche. Le premier sur la conception et l'évaluation d'une application médicale en réalité virtuelle pour la réadaptation cognitive et professionnelle des personnes avec des CRCI. Donc, ce premier axe se divise en 4 contributions, avec l'état de l'art autour de ce sujet jusqu'à la conception et l'évaluation d'un prototype d'une application de réalité virtuelle de réinsertion professionnelle. Et le deuxième axe est sur la conception et l'évaluation d'approches innovantes pour intégrer des états psychologiques en réalité virtuelle pour améliorer de futurs outils de réadaptation. Donc pour cet axe-là, on va s'intéresser à 2 approches, une sur l'adaptation de l'environnement virtuel et une autre sur la modification des états psychologiques à l'aide de retours multisensoriels. Donc la première contribution que je vais vous présenter est composée de 2 analyses de l'état de l'art, une première sur la réadaptation cognitive après un cancer du sein et une deuxième sur la réadaptation écologique en réalité virtuelle pour des troubles cognitifs. Donc cette analyse de la littérature concerne des programmes de réadaptation pour des personnes ayant des CRCI après un cancer du sein. Elle a été faite en collaboration avec notamment le docteur Marianne Mercer et le professeur Sophie Jacquin-Courtois. Et donc dans cette analyse, les programmes de réadaptation sont divisés en 4 catégories. Ceux qui proposent une intervention basée sur une activité physique, ceux qui proposent de la réadaptation cognitive, un traitement médicamenteux ou une thérapie complémentaire. Ici, on va se concentrer uniquement sur les programmes de réadaptation cognitive, donc avec 5 études. Ces études peuvent être catégorisées en 3 approches. Donc, les études qui proposent des exercices cognitifs sous la forme d'exercices papier-crayon ou d'applications web ou mobile, qui est la forme la plus représentée. Et donc, cette approche est aussi la plus présente dans la littérature, avec 10 études sur les 15 relevées. La deuxième approche est l'enseignement de stratégies compensatoires, donc qui permettent aux personnes avec des troubles cognitifs de contourner les difficultés qu'ils traversent. Et enfin, on a une étude qui propose de participer à des activités agréables en extérieur afin de stimuler l'attention. Donc ces approches, ces interventions, qu'elles soient dans n'importe laquelle de ces 3 approches, sont très souvent complétées d'ateliers sur la conscience de soi ou de psychoéducation, afin de permettre aux participants de mieux comprendre et de mieux appréhender leurs troubles cognitifs. Donc on voit dans ces études de réadaptation cognitive une augmentation des interventions qui utilisent des outils technologiques, mais on remarque aussi que ces programmes ne sont toujours pas écologiques. À côté de ces études cliniques randomisées, l'état de l'art ne compte qu'une seule étude qui propose d'utiliser la réalité virtuelle. C'est l'étude de faisabilité de Zeng et collègues, qui inclut donc 9 participants. Dans cette étude, ils rapportent des résultats plutôt positifs, avec l'utilisation d'une tâche en réalité virtuelle écologique, mais par contre, dans leur publication, ils n'explicitent pas et ne présentent pas cette tâche cognitive, on ne peut donc pas l'analyser. Donc, compte tenu du faible nombre de publications qui allient réalité virtuelle, cancer du sein et réadaptation cognitive, nous avons décidé de nous intéresser à d'autres populations présentant des troubles cognitifs, comme par exemple les personnes avec la maladie d'Alzheimer ou la schizophrénie. Donc, avec cette deuxième analyse de l'état de l'art, on cherche à identifier les études qui proposent des programmes de réadaptation écologique ou professionnelle et qui utilisent des dispositifs de réalité virtuelle, qu'ils soient immersifs, semi-immersifs ou non immersifs. Et donc, cette analyse a fait l'objet d'une deuxième publication. Donc, nous avons identifié différents critères en lien avec les objectifs de cette thèse. On cherche ici à identifier les études de réadaptation écologique pour les troubles cognitifs qui proposent des tâches en réalité virtuelle à but de réinsertion professionnelle avec des dispositifs immersifs et une grande adaptativité, c'est-à-dire une adaptativité plutôt multifacteur que monofacteur.
On cherche aussi, nos 2 derniers critères sont aussi l'évaluation de la transférabilité, c'est-à-dire le transfert des acquis en réalité virtuelle vers l'environnement réel, et des résultats positifs. Donc ces résultats sont l'amélioration des fonctions cognitives évaluées entre le groupe de contrôle et le groupe interventionnel. Donc nous avons identifié 16 études de réadaptation cognitive qui évaluent donc en majorité les fonctions cognitives, l'attention et ou la mémoire, avec quelques autres fonctions cognitives. Et donc le tableau que vous voyez ici présente les études parmi les 16 qui correspondent aux critères que je viens de vous présenter, qui sont donc en colonne. On peut voir par exemple dans la première colonne qu'il y a 3 études qui proposent des tâches professionnelles, comme par exemple l'étude de Tsang et Mann avec une simulation simulation du travail de vente dans un magasin de vêtements. Mais par contre, on remarque que pour les 4 premiers critères, il y a peu d'études qui remplissent nos critères, et surtout aucune qui maximise plusieurs critères. Enfin, en tout cas, la totalité de ce qu'on recherchait. Par contre, on observe aussi que quand même la majorité des études relevées ont des résultats positifs, c'est-à-dire une amélioration des fonctions cognitives qu'elles évaluent entre le groupe de contrôle et l'intervention. Donc ce sont les 10 études qui sont dans la dernière colonne. Donc pour conclure sur cet état de l'art autour des outils de réinsertion professionnelle après un cancer du sein, on a observé une étude de faisabilité qui propose d'utiliser la réalité virtuelle, donc l'étude de Zhang et collègues. En dehors de ça, les programmes de réadaptation sont plutôt peu écologiques, mais par contre, on observe qu'on obtient des résultats positifs pour les interventions en réalité virtuelle auprès d'autres populations avec des troubles cognitifs. Malgré ça, on remarque que la problématique de réinsertion professionnelle en réalité virtuelle est globalement peu présente dans la littérature. Donc pour compléter ces conclusions, nous avons conçu une étude de besoins et d'acceptabilité avant de travailler sur la conception d'un prototype d'une application de réalité virtuelle pour la réinsertion professionnelle que nous avons ensuite évaluée dans une étude clinique de faisabilité et d'acceptation. Donc cette étude a pour objectif d'évaluer les besoins pour la réinsertion professionnelle et l'acceptabilité de la réalité virtuelle pour les personnes avec des troubles cognitifs après un cancer du sein. Donc cette étude est une étude bicentrique entre le CHU qui s'est déroulée entre le CHU de Rennes et le centre Baclès de Caen, où nous avons interrogé à la fois des participantes ayant des CRCI après un cancer du sein et des soignants impliqués dans leur prise en charge. Nous avons proposé aux participants de répondre à un questionnaire que nous avons conçu selon une méthode centrée utilisateur et qui comporte donc des questions à la fois fermées et ouvertes. Ce questionnaire a été conçu avec l'aide d'experts métiers. Et la première partie de ce questionnaire se concentre sur la plainte cognitive et la situation professionnelle des personnes ayant des CRCI, que ce soit du point de vue de ces personnes ou du point de vue des soignants. Ensuite, nous présentions aux participants une application de réalité virtuelle contemplative, mais aussi interactive, où on pouvait jouer avec le petit chien robot que vous voyez juste là. Et donc cette présentation s'est faite soit sous la forme d'une démonstration avec un casque de réalité virtuelle pour les participants de Rennes, ou avec une vidéo pour les participants de Caen. Après cette présentation, les participants répondaient à la deuxième partie du questionnaire qui se concentrait sur l'expérience des participants en réalité virtuelle et leur projection vers un outil de réadaptation. Donc nous avons inclus 43 participants ayant des CRCI et 19 soignants au total. Concernant la situation professionnelle et notamment l'impact des CRCI, nous les avons interrogés sur leurs raisons d'appréhender les raisons des participants avec des CRCI d'appréhender leur retour ou leur maintien en emploi. Donc vous pouvez voir ici
Vous pouvez voir ici les résultats des participants avec des CRCI et juste en dessous les résultats des soignants. On remarque ici que les raisons de redouter ce retour au maintien en emploi est majoritairement les difficultés cognitives et ensuite le stress, l'anxiété ou la fatigue. À l'inverse, les éléments qui semblent les avoir aidés ou qui sont encore en train de les aider pour le retour ou maintien en emploi, identifiés par les patients sont la réadaptation cognitive et l'environnement de travail, que ce soit l'entourage professionnel ou la modification, l'adaptation des conditions de travail. Et pour les soignants, ils ont cité en priorité la réadaptation cognitive, encore une fois, et le suivi par la médecine du travail. Concernant les réponses sur la partie du questionnaire sur la réalité virtuelle, on rapporte une acceptabilité forte de nos participants. Vous pouvez voir ici les réponses des patientes à la question, pardon. Pensez-vous que les environnements virtuels puissent vous aider pour votre réinsertion professionnelle ou maintien en emploi? 23 participants sur 43 ont répondu oui, mais on note aussi que 11 participants ont répondu qu'elles ne pensaient pas que ça pouvait les aider personnellement, mais que ça pourrait aider d'autres personnes dans leur situation. Pour un total donc de 34 personnes sur 43. Parmi les avantages identifiés par nos participants concernant l'utilisation de la réalité virtuelle, ils ont mentionné l'entraînement cognitif, la possibilité de s'entraîner, de faire un entraînement cognitif en situation professionnelle et de remonter leur confiance en elles. Enfin, nous les avons interrogés sur la caractérisation d'un type d'environnement virtuel qui serait utilisé pour la réinsertion professionnelle, que nous avons donc essayé de caractériser entre 3 actes, entre relaxant et stimulant, récréatif et professionnel, et réaliste et imaginaire. Donc, que ce soit pour les réponses des patients en haut et des soignants en bas, on voit que pour les 2 premiers axes, la majorité des réponses tombent dans cette zone grise, donc entre les 2 extrêmes. Mais par contre, les participants tendraient plutôt vers un environnement réaliste pour une réinsertion professionnelle. Donc ces résultats nous ont permis de démarrer la conception d'un prototype afin de répondre aux aspects identifiés et en particulier l'impact des difficultés cognitives et de l'anxiété et du stress sur leur réinsertion professionnelle et la volonté d'avoir plutôt un environnement réaliste. Donc toujours dans une optique de travailler sur cette thèse en restant proche des experts métiers, nous avons organisé des ateliers avec des professionnels de santé afin de travailler, afin de caractériser un environnement virtuel et des tâches cognitives pour un prototype d'une application en réalité virtuelle de réinsertion professionnelle. Donc pour ce prototype représente notre 3e contribution et nous sommes partis vers un environnement plutôt écologique et professionnel et nous avons identifié 3 tâches cognitives écologiques. Donc ces tâches cognitives ont été conçues et réalisées avec l'outil de scénarisation Xareus qui est développé dans notre équipe de recherche. Et un des aspects importants de ce prototype était la variabilité des tâches. Et donc, les 3 tâches que je vais vous présenter ensuite ont respectivement entre 1500 et 10 000 variations théoriques qui découlent en fait du nombre de paramètres pour chacune des tâches. À partir de ces tâches, on a ensuite identifié 6 niveaux de difficulté adaptés à une population avec des troubles cognitifs. Donc, les 3 tâches cognitives en question sont une tâche de tri, une tâche d'organisation d'un calendrier et une double tâche. Donc la tâche de tri entraîne la vitesse de traitement. Donc comme vous pouvez le voir ici, les utilisateurs trient des dossiers ou des factures, des documents en tout cas, dont la quantité et la forme des interactions présentes sur chacun des documents peut varier. Le contenu de ces documents est généré semi-aléatoirement, donc il est basé sur le cas d'usage écologique que nous avons choisi, mais il est quand même généré aléatoirement pour permettre
pour permettre de faire plusieurs fois un exercice sans effet d'apprentissage. La deuxième tâche d'organisation de calendrier est une tâche de planification où les utilisateurs doivent organiser des événements dans un calendrier en fonction d'un certain nombre de contraintes. Ces contraintes varient selon leur nature, donc de plus en plus complexes, et en fonction de leur nombre, jusqu'à 6 contraintes cumulées. Un des aspects importants pour cette tâche était la possibilité d'avoir plusieurs solutions possibles et valides pour un même problème, ce qui permet aux utilisateurs de trouver leur propre solution. Et enfin, la dernière tâche est une double tâche qui entraîne la mémoire prospective. Et donc ici, on a repris la tâche de tri en y ajoutant des objets à livrer, ce qui provoque des interruptions dans cette tâche de tri, où les utilisateurs doivent effectuer autre chose, et ces interruptions sont basées soit sur le temps qui passe, soit sur des événements intradiégétiques. Donc nous évaluons en ce moment ce prototype dans une étude clinique de faisabilité et d'acceptation, qui est notre contribution numéro 4. Cette étude se déroule au centre Backless à Caen. Elle a démarré en mai 2024 et finira en mai 2025. Dans cette étude, nous proposons à 23 patiente avec une plainte cognitive après un cancer du sein, une intervention composée du programme de réadaptation déjà mis en place au centre Backless, mais aussi d'une partie en réalité virtuelle avec le prototype que je vous ai présenté dans la contribution 3. Donc cette intervention est répartie sur 6 séances avec, pour le programme de réadaptation en réalité virtuelle, une difficulté croissante au cours de ces 6 séances. Les participants sont évalués avant et après l'intervention, notamment sur leur capacité cognitive, leur fonction cognitive, mais aussi sur leurs symptômes psychologiques. Et à la fin de l'intervention, elles sont aussi évaluées au niveau de leur satisfaction concernant l'intervention, l'utilisabilité du système utilisé et leur adhérence au programme qui est donc mesurée avec la quantité de séances réalisées, donc la complétion du programme. Pendant l'intervention, on évalue aussi les symptômes de cybercinétose ressentis par les participantes pour la partie en réalité virtuelle. Donc aujourd'hui, 8 patientes sur 23 ont été incluses et de nombreuses autres sont sur liste d'attente. Et je vais vous présenter les résultats préliminaires pour les 5 patientes qui ont terminé les 6 séances de l'intervention. Donc concernant leurs symptômes de cybercinétose, on voit qu'ils sont globalement en dessous de la moyenne de référence ou éventuellement entre la moyenne et la moyenne plus l'écart type représenté par la barre en pointillé en haut. Concernant l'utilisabilité du système, nos 5 participantes ont eu des scores élevés, entre 80 et 92,5 points sur 100, sachant que la référence pour une utilisabilité viable est posée à 68. Et enfin, nos participantes sont globalement satisfaites, voire très satisfaites de l'intervention, que ce soit dans sa forme ou dans son contenu. Donc ces premiers résultats semblent très positifs pour l'utilisation de la réalité virtuelle en tant qu'outil de réadaptation. Toutes ces contributions et collaborations avec des professionnels de santé nous ont permis d'approfondir notre réflexion vers de nouvelles approches pour intégrer les états psychologiques en réalité virtuelle. Les approches que je vais vous présenter maintenant sont d'une part une méthode d'adaptation de l'environnement virtuel et ensuite la modulation du stress à l'aide d'une interface haptique. Donc lorsqu'un utilisateur interagit avec un environnement virtuel, celui-ci renvoie des retours formant une boucle d'interaction. L'utilisateur est sujet à des états psychologiques, comme par exemple la charge mentale ou encore le stress, qui peuvent être mesurés à l'aide de capteurs physiologiques et de questionnaires. Donc la première approche que nous proposons est d'agir sur l'environnement virtuel,
en adaptant cet environnement en fonction de la charge mentale afin de moduler la difficulté. La deuxième approche que nous présentons ici est d'agir cette fois-ci sur l'utilisateur et nous proposons d'ajouter au retour de l'environnement virtuel des retours haptiques afin de moduler son stress. Donc pour notre première approche, qui est donc notre contribution numéro 5, nous proposons une méthode d'adaptation de l'environnement virtuel. Donc, comme j'ai dit, l'utilisateur interagit en temps réel avec l'environnement virtuel, ce qui va alimenter un profil de cet utilisateur, qui est donc composé de données, d'éléments qui évoluent en temps réel, donc par exemple ses états psychologiques et ses performances, mais aussi d'un état initial qui va nous permettre d'établir une référence pour cet utilisateur. Donc ces données vont servir de point d'entrée à un algorithme d'adaptation qui va notamment pouvoir interpréter les données recueillies en temps réel. Cet algorithme d'adaptation est aussi caractérisé par sa fonction, c'est-à-dire les objectifs qu'il cherche à remplir et à atteindre. Et cette fonction couplé à l'état initial, va permettre de définir les différents paramètres de cet algorithme et le niveau d'intervention souhaité pour atteindre ces objectifs. L'utilisation de ces informations, donc à la fois les informations interprétées, recueillies en temps réel et interprétées, et le niveau d'intervention tel qu'il a été calculé, vont permettre de sélectionner une modification dans une liste d'adaptation, qui va donc ensuite être répercuté sur l'environnement virtuel, ce qui clôt la boucle d'adaptation. Donc pour avoir une vision plus concrète de cet algorithme, nous avons travaillé sur sa réalisation en s'appuyant ici par exemple sur la mesure de la performance et de la charge mentale, qui sont donc traduites en score de performance et charge mentale à l'aide de coefficients. Cette traduction permet de tracer un axe entre la meilleure situation possible, donc avec une situation de réussite et une charge mentale basse, et une situation d'échec avec une charge mentale haute. Cet axe est ensuite discrétisé en en modification de la difficulté de la tâche qui doit être effectuée, ici entre -1 et +3. Donc, avant de répercuter cette modification sur la difficulté de l'environnement virtuel, on a ajouté une étape avec des règles qui traduisent en fait la fonction de notre algorithme d'adaptation. Donc ici, les règles sont d'éviter l'épuisement des utilisatrices, par exemple, de valider la maîtrise des variations d'un exercice avant de passer à un exercice suivant, avec ce qui impliquerait de nouvelles informations à intégrer, et enfin de maintenir un défi pour les utilisatrices qui ont une charge mentale basse. Donc pour donner un exemple plus concret, vous avez en abscisse les performances d'une utilisatrice et en ordonnée sa charge mentale entre très basse et très haute. Au milieu, vous avez, donc chaque carré représente un niveau de difficulté qui va donc en augmentant de la gauche vers la droite, et un regroupement de 4 carrés de la même teinte de couleur représente en fait plusieurs variations d'un même exercice, donc avec une difficulté croissante, avant de passer à un exercice plus difficile, qui sera aussi découpé en plusieurs niveaux de difficulté. Donc, si on se place dans ce cas de figure, donc avec une situation d'échec, l'exercice est complètement raté, mais par contre, on a une charge mentale qui reste basse. Donc ici, au lieu de faire diminuer la difficulté, compte tenu des performances, on va plutôt rester au même niveau, car grâce à la charge mentale, a priori, l'utilisatrice ne sera pas sursollicitée et donc peut refaire le même exercice. À l'inverse, si on se place dans cette situation avec, donc cette fois-ci, un exercice complètement réussi, mais une charge mentale très haute, ce qui va se passer, c'est que la difficulté, la progression de la difficulté va être ralentie par rapport à une situation plus standard, car
pour éviter la sursollicitation de l'utilisatrice, voire même on va bloquer cette progression au dernier niveau, à la dernière variation d'un niveau de difficulté, avant de passer à un niveau suivant, ce qui ajouterait de nouvelles informations à intégrer et qui peut être lourd pour la charge mentale. Donc, suite à l'application de ces règles, on obtient donc un modificateur de difficulté compris entre -1 et +3. Donc cet algorithme a été appliqué pour moduler la difficulté d'une tâche cognitive. Ici, on a repris une des tâches cognitives présentées dans la contribution 3. On a réutilisé le tri de documents, qui entraîne la vitesse de traitement, à laquelle on a rajouté une pression temporelle, représentée par le petit chronomètre que vous voyez ici et qui défile. Donc, après chaque niveau exercice de cette tâche cognitive, on va venir mesurer la charge mentale avec une échelle visuelle discrète, comme vous pouvez voir là. Afin d'avoir des mesures les plus régulières possibles, les plus fréquentes possibles, on va découper cette tâche de tri en les plus petits niveaux, entre des niveaux très courts, afin de se rapprocher d'une mesure en temps réel le plus possible. Donc pour expliquer un peu comment va se dérouler un niveau avec cette tâche cognitive, donc après la lecture des instructions, un document va apparaître à trier et donc le tri d'un document va se répéter 5 fois avec 7 secondes à chaque fois pour trier le document jusqu'à la fin du niveau. Donc afin d'évaluer cette méthode d'adaptation, nous avons conduit une étude utilisateur donc qui reprend la tâche de tri telle que je viens de vous la présenter et qui adapte la difficulté de cette tâche en fonction de différents critères. Donc les participants ont effectué les 2 conditions suivantes. Donc une condition où la difficulté était adaptée en fonction des performances. Ici, c'est notre condition contrôle, car c'est la technique d'adaptation la plus représentée dans la littérature. Et une deuxième condition, la difficulté est adaptée en fonction des performances et de la charge mentale, abrégée ici en CM. Donc dans cette étude, nous avons inclus 30 participants. Vous pouvez voir ici leur charge mentale. Ici, c'est la charge mentale moyenne, donc mesurée pendant une condition, enfin pendant chacune des conditions. Et juste à côté, vous avez la charge mentale a posteriori perçue pour chacune des conditions. Donc on peut voir que dans les 2 cas, la charge mentale pour la condition qui ne prend en compte que la performance est globalement plus haute que l'autre condition de façon significative. Pour la performance, ça va être plutôt l'inverse. Donc encore une fois, pour la performance mesurée pendant la condition, mais aussi pour la performance perçue a posteriori via un des sous-éléments du NASA Task Load Index, on a une performance plus haute pour la condition qui prend en compte aussi la charge mentale que la condition qui ne la prend pas en compte. Donc nous avons également analysé les autres sous-éléments du NASA Task Load Index, donc avec la performance que je viens de vous montrer. Donc ici, on a évalué la demande physique, mentale et temporelle, et aussi l'effort et la frustration. Et donc on peut voir que pour la demande mentale, la demande temporelle, l'effort et la frustration, on note que le score obtenu était plus haut pour la condition qui prend en compte uniquement la performance, comparé à l'autre condition, de façon significative. Enfin, on a demandé aux participants de comparer les 2 conditions auxquelles ils ont participé sur 3 critères, celles qu'ils ont eu l'impression de mieux réussir, celles qu'ils ont trouvées la plus stressante et celles qu'ils ont préférées. Donc on peut voir ici que la plupart des participants, la majorité même des participants, a eu l'impression de mieux réussir et a préféré la condition qui prend en compte les performances et la charge mentale, alors qu'ils ont trouvé l'autre condition plus stressante. En ordonnée, on peut voir que pour ces 3 résultats, les réponses des participants avaient un haut niveau de confiance, enfin les participants avaient un haut niveau de confiance dans leurs réponses. Donc les hypothèses que nous avions posées pour cette étude étaient que la charge mentale serait plus faible pour la condition qui prend en compte les performances et la charge mentale,
que cette condition serait globalement préférée, mais par contre que les performances seraient équivalentes entre les deux conditions. Donc les deux premières hypothèses sont appuyées par nos résultats. Par contre, on a remarqué des performances plus hautes pour la condition qui prend en compte les performances et la charge mentale. Donc ces résultats valident et même dépassent nos hypothèses quant à l'intérêt d'adapter l'environnement virtuel, non pas seulement à partir des performances, mais aussi des états psychologiques des utilisateurs. Pour la dernière contribution de cette thèse, nous avons conduit une étude pour évaluer la modulation du stress avec un retour haptique thermique. Donc pour cette étude, nous avons conçu une tâche stressante immersive où les utilisateurs doivent effectuer une tâche de calcul mental avec une certaine pression du temps. La tâche de calcul mental étant une tâche de stress non social. Pour la modulation du stress, nous nous sommes intéressés sur l'effet de la température sur l'état affectif. Et donc pour ça, nous avons utilisé des modules Peltier afin d'appliquer une variation locale de température. Donc c'est les deux modules que vous voyez ici sur les trapèzes des participants. Cette étude a donné lieu à une publication et une collaboration avec Vincent, Philippe, Jeanne Écart et moi-même en co-premier auteur. Et du coup, pendant cette étude, les participants faisaient cette tâche de calcul mental durant 3 conditions, une avec un retour frais, une avec un retour chaud et une avec un retour neutre. Les températures pour chacune des conditions étaient calibrées pour chacun des utilisateurs et on recueillait leur stress, leur confort thermique, leurs performances et leurs émotions à partir du modèle, à partir des 2 dimensions de l'espace affectif de Russell, donc l'activation physiologique, qui est le niveau d'activation d'une émotion, et la valence, qui est donc le caractère positif ou négatif d'une émotion. Donc, dans cette étude, nous avons inclus 36 participants. Pour des raisons de temps, je ne vais pas présenter l'ensemble des résultats, mais ces résultats mettent en avant une formation de groupe en fonction des températures préférées par les participants. Et donc ici, les résultats que je vous présente concernent les participants qui ont une préférence pour les températures plutôt froides. Donc, les résultats que vous voyez ici montrent le stress perçu, les performances et le confort thermal des participants. On voit que le stress perçu est globalement et significativement plus bas pour la condition avec un retour frais et que le confort thermal est plus haut pour cette même condition. Par contre, on voit que pour les performances sont globalement équivalentes entre les trois conditions. Concernant les émotions, donc vous avez en abscisse la valence des émotions, la valence, et en ordonnée l'activation physiologique. Et donc on voit que pour le retour frais, les résultats sont globalement en bas à droite, donc avec une activation physiologique plus basse et une valence plus haute, alors que pour les 2 autres types de retours, les résultats sont plutôt éparpillés. Donc les hypothèses que nous avions posées pour cette étude étaient que dans la condition avec un retour frais, le stress serait réduit, l'activation physiologique plus basse, la valence plus haute, le confort thermique plus haut et les performances améliorées. Les résultats que je viens de vous montrer appuient les 3 premières hypothèses, mais du coup uniquement pour les participants préférant le froid et n'appuient pas la 4e hypothèse. Donc ces résultats mettent en évidence l'impact du profil des participants sur l'effet de la température, malgré une étape de calibration pour chacun d'entre eux, et montrent l'importance d'identifier ces profils dans de futures études utilisateurs. Donc j'arrive maintenant à la fin de cette présentation. Je vais vous faire un rappel de mes contributions et les perspectives avant de présenter les perspectives de cette thèse. Donc, dans cette thèse intitulée l'utilisation de la réalité virtuelle pour la réinsertion professionnelle et la réadaptation cognitive après un cancer du sein, nous nous sommes intéressés à 2 axes de recherche. Donc pour le premier axe, nous
Donc pour ce premier axe de recherche sur la conception et l'évaluation d'une application médicale en réalité virtuelle pour la réadaptation cognitive et professionnelle, nous avons présenté un état de l'art autour de ce sujet qui a mis en évidence le manque de réadaptation écologique dans la réadaptation cognitive pour les personnes avec des CRCI. Nous avons conduit une étude sur les besoins pour la réinsertion professionnelle et l'acceptabilité pour la réalité virtuelle auprès de cette population, qui a mis en avant l'impact des difficultés cognitives et du stress sur leur réinsertion professionnelle et la volonté d'avoir, dans le cadre d'un outil de réinsertion professionnelle, un environnement virtuel plutôt réaliste. Ensuite, nous avons travaillé sur une application de réadaptation cognitive en réalité virtuelle, notamment avec un prototype composé de 3 tâches cognitives écologiques et avec un haut niveau de variabilité, que nous sommes ensuite en train d'évaluer dans une étude clinique de faisabilité et d'acceptation. Concernant le deuxième axe, donc, qui s'intéressait à des approches innovantes pour intégrer les états psychologiques en réalité virtuelle, nous nous sommes intéressés d'abord à une approche visant à adapter l'environnement virtuel en intégrant des étapes psychologiques. Donc pour ça, nous avons proposé une méthode d'adaptation de la difficulté d'une tâche en réalité virtuelle en fonction des étapes psychologiques que nous avons évaluées dans une étude utilisateur où la difficulté d'une tâche cognitive était adaptée en fonction des performances et de la charge mentale. Nous avons finalement conduit une étude utilisateur sur la modulation du stress avec un retour thermique, qui a notamment montré qu'il serait possible de moduler le stress pour des personnes préférant le froid, avec un retour d'une température plutôt fraîche également. Donc, dans la continuité de cette thèse, il serait intéressant de poursuivre les travaux sur l'utilisation de la réalité virtuelle pour la réinsertion professionnelle après un cancer du sein. Donc notamment, nous pensons qu'il serait intéressant de détecter et d'adapter plus finement les états psychologiques des utilisatrices, comme nous avons montré dans le deuxième axe, et aussi que ce genre d'application pourrait être amélioré en adaptant différents aspects de l'environnement virtuel. Enfin, la suite logique après notre étude de faisabilité et d'acceptation serait d'évaluer cette fois-ci l'efficacité de ce genre d'application auprès de participants avec des CRCI après un cancer du sein. Dans une perspective un peu plus moyen terme, il nous semble important de généraliser les contributions de cette thèse, donc par exemple avec un modèle d'adaptation qui intègre les états psychologiques comme ceux présentés durant cette présentation, ou pour la partie plutôt réadaptation cognitive, de généraliser les résultats de cette thèse auprès d'autres populations avec des troubles cognitifs. Enfin, à plus long terme, nous souhaiterions explorer plus en profondeur les effets des interactions multisensorielles sur les effets psychologiques en réalité virtuelle, notamment avec d'autres types de stimuli multisensoriels, puisqu'ici nous avons surtout étudié les retours thermiques, et afin de viser peut-être une personnalisation de l'expérience en réalité virtuelle avec ces retours. Merci de votre attention et je suis maintenant prête à répondre à vos questions.